Bonjour à tous, je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui parce qu'il s'agit d'une vidéo extrêmement avancée, extrêmement spéciale, parce que je vais vous présenter mes copies, les copies avec lesquelles j'ai eu les meilleures notes en économie, puisque je suis arrivé troisième au concours général des lycées en SES, et puis je suis arrivé 21e à HEC, notamment grâce à la note de 18 que j'ai eu 2 fois, puisque j'ai eu 18 en écrit, économie à HEC et 18 en oral économie à HEC, qui était la meilleure note de la session. Donc j'ai quand même un bon palmarès de bonnes notes en économie que j'ai envie de vous partager parce que la transmission de méthode et tout, c'est très sympa à faire, surtout que vous passez les épreuves pour les lycéens bientôt et pour les deuxièmes années bientôt et pour les premières années aussi, en vrai bientôt aussi, donc plein de choses à partager. Ok, aujourd'hui, je vais vous donner plein d'éléments de méthode, je vais vous montrer les copies, on va faire des différences, des similarités sur les différentes copies. Je pense que la copie de SH est bien plus intéressante à lire parce que elle est plus avancée, c'est ce que j'ai fait en prépa, c'est bien plus mature, etc. Donc, préférez lire cette copie. Mais pour les lycéens, je vous montre aussi l'autre copie. Qu'est-ce qu'on peut faire quand on est au lycée en terminale en termes d'économie sur une épreuve de 6 heures, puisque je le rappelle, la dissertation de SES au concours général, c'est 6 heures sans document. En ESH, HEC, concours prépa, c'est 4 heures sans document. Et ce qui est intéressant, je pense, en plus, c'est que les deux copies traitent des sujets qui sont assez semblables, et en vérité, j'ai utilisé un plan qui se ressemble dans l'une et dans l'autre. Et je trouve ça assez marrant parce que ça va vous montrer un truc, une certaine comparaison, quoi. J'aimerais dire quand même que important de connaître les méthodes de base de la dissertation avant de regarder cette vidéo parce que ça ne va pas vous apprendre les bases. Et par ailleurs, je pense que ce que je vais vous montrer aujourd'hui, c'est une méthode qui est la mienne. Il ne peut pas y avoir une seule méthode parfaite à suivre. Je vais juste vous donner des éléments assez sécures, assez safe, sur lesquels, en général, on est d'accord en économie, dans cette discipline, qui est quand même assez spécifique, assez distincte des autres, que les éléments sur lesquels les gens sont d'accord à peu près pour dire que c'est de la bonne truc. Ah, j'arrive plus à parler, c'est une catastrophe. Bref, on va commencer tout de suite, c'est parti. Et enfin, vous pourrez télécharger la copie de SES et la copie de SH avec un lien que je vous mets en description, ainsi que le petit comparatif récapitulatif que je vous ai mis dans la vidéo qu'on va utiliser pas mal ici aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne vidéo, accrochez-vous, bon courage. Alors on commence cette petite vidéo par un topo sur le format de l'épreuve. Il faut savoir que pour le concours général de SES, vous avez une épreuve qui est en 6 heures, alors que l'épreuve de SH-HEC est en 4 heures, de même que toutes les dissertations au lycée, elles sont en 4 heures normalement. Donc faire bien attention à ça quand vous allez lire les copies. Par ailleurs, j'aimerais vous parler des sujets. Regardez un petit peu les sujets qu'on a eus. Donc la croissance économique est-elle limitée ? Et puis, toute destruction est-elle créatrice ? Vous allez me dire, il n'y a aucun mot qui se ressemble, mais au fond, c'est les mêmes sujets. Pourquoi c'est les mêmes sujets ? Parce qu'en fait, quand on demande la croissance économique est-elle limitée, on vous demande de parler à la fois de quelles sont les sources de la croissance, quelles sont les limites de la croissance, et puis comment les résoudre. En gros, c'est l'idée. C'est l'idée d'un plan, en tout cas, dialectique. Maintenant, pour le sujet d'HEC, toute destruction est-elle créatrice ? En fait, c'est la même idée, c'est-à-dire que la destruction, c'est la production. Et donc, toute destruction est-elle créatrice ? Est-ce que la production est créatrice ? Est-ce que la production est toujours créatrice ? En d'autres termes, est-ce que la croissance est encore source d'enrichissement? Est-ce qu'elle va durer? Finalement, est-ce qu'elle est limitée, quoi? Donc en fait, c'est à peu près le même sujet qu'on a eu, si ce n'est que les attendus vont être très différents, parce que ici, on est déjà sur un programme de lycée, donc un programme qui est beaucoup plus restreint, un programme de lycée surtout qui est très lié à des enjeux d'actualité, qui aborde moins d'auteurs et moins de faits historiques, contrairement à un programme de SH qui est très fourni, qui est beaucoup plus approfondi, avec de nombreuses références qu'il va falloir savoir mettre en relation, mais aussi des événements historiques, etc. Donc, si vous voulez, c'est des mêmes sujets, mais avec des attentes différentes, avec des contenus différents et une réflexion qui va forcément s'organiser différemment. Donc, on va voir ça. Alors, on va aborder la forme générale de nos dissertations. Je vous recommande avant tout de lire des rapports de jury, surtout en SES, en ESH. Franchement, n'hésitez pas à lire un maximum de rapports de jury parce que ça va faire tellement une différence si vous appliquez les conseils des correcteurs. Donc ça, vraiment, pensez-y. Bon, alors, nombre de parties.
Faut savoir qu'en SES, c'est très facilement accepté du 3.2, du 2.3. En ESH aussi, mais le 3.3 est quand même un peu plus valorisé, même si c'est dur de le faire en 4 heures. Sachant qu'en SES, n'oubliez pas, au concours général, vous avez absolument 6 heures. Alors par 3.2, j'entends 3 parties, 2 sous-parties, il faut le lire comme ça. La forme de plan, en ESH, on a une nouveauté, c'est que vous pouvez facilement faire des plans historiques puisque vous avez beaucoup d'éléments historiques. Donc sur un sujet comme la guerre des monnaies, par exemple, de l'ESSEC, vous pouvez très bien faire un plan historique, ça passera très bien. Sur les graphiques sont recommandés ou nécessaires, en vrai, selon le sujet aussi, si on se base sur le concours général. Par exemple, si vous avez un sujet sur l'inflation, il faut absolument parler de la courbe de Phillips. Phillips, ça s'écrit comme ça, bien sûr, si vous ne le saviez pas. Pourquoi ? Parce que vous pouvez pas traiter un sujet comme ça, qui est vraiment un classique de l'économie, sans aborder les auteurs classiques, les courbes classiques. Enfin, ça, c'est des trucs qui ont été vraiment poncés par vos correcteurs quand ils ont fait leurs études, donc impossible qu'ils ne s'attendent pas à le voir, quoi. Donc en ESH, je pense que ce sera plus pénalisé qu'en SES s'il n'y a pas un graphique là où c'est nécessaire. Maintenant, des graphiques en plus, comme j'en ai mis dans ma copie, c'est toujours sympa. Sur le français, en général, en ESH, on vous demande un français vraiment irréprochable, en tout cas pour avoir les meilleures notes. En SES, ça peut être un peu plus toléré. Moi, notamment en terminale, je faisais encore beaucoup de fautes parce que je suis toujours dyslexique. Voilà. Donc, je faisais encore beaucoup de fautes en terminale que j'ai corrigé après. Et puis, ensuite, au niveau du style, le style est toujours valorisé dans les copies. Parce que ça donne de la personnalité, ça donne de la fraîcheur, c'est intéressant pour le correcteur de voir un élève qui a du style, qui dit des trucs cool, quoi. Maintenant, attention aux problèmes de tournure, notamment des styles un peu ampoulés. Il y a des étudiants qui ont des styles avec beaucoup de tournure, ça va pas, c'est pas très clair, etc. Donc ça, faites attention. On cherche pas à être littéraire, on cherche juste à avoir un style. Et je vais vous montrer les différences là-dessus. Donc, passons aux copies. On va commencer par la copie de concours général. Donc ça, c'est ma copie. Vous pouvez voir qu'il y a des fautes si vous arrivez à les lire. Maintenant, un point de différence que je mets aussi dans le français, c'est la calligraphie. Voici ma calligraphie en ESH. Juste après, en fait, juste 2 ans après cette première copie. Vous pouvez voir que j'ai fait un beau travail sur la calligraphie parce que c'est essentiel. En fait, ça va compter dans la notation. Ça va compter pour les correcteurs de voir une copie qui est bien écrite. Alors maintenant, sur tous les points que je citais, on va commencer par regarder cette copie du concours général. Donc là, j'ai fait une copie en 3 parties, 3 sous-parties. Donc là, vous voyez les sous-parties. Un graphique ici. Sur la courbe environnementale de Kuznets, un graphique qui n'est absolument pas nécessaire, qui est juste un petit bonus qui sera valorisé. Et puis pareil, un peu plus loin, un graphique sur la courbe de l'éléphant, qui est là encore juste un bonus qui sera valorisé. Voilà. Donc on a un plan assez chargé. Un point que je voulais aborder aussi, c'était la forme du plan. Bon, ça, en général, j'ai fait des plans dialectiques. Sur le style aussi, je vais vous montrer un petit peu le style. Parce que sur ma copie du concours général, j'avais un style quand même assez marqué. Si vous lisez ma conclusion, par exemple, ma conclusion, c'est voilà, la croissance semble limitée, elle nécessite un lancement d'un chien. Toutefois, ce serait oublier bien vite que la croissance repose d'abord et avant tout sur des facteurs de production qui ne sont pas prêts de disparaître, sur un progrès technique qui semble loin de s'arrêter, en témoignent les amérissages des fusées de SpaceX, etc. Donc vous voyez que le style, il est un petit peu emporté. J'ai presque envie de dire un peu journalistique, un petit peu un style de tribune, j'ai envie de dire. Mais en tout cas, vous sentez que je donne mon avis et que j'essaie de donner un petit peu un bout de ma personnalité. Et ça, c'est un truc qui a vraiment disparu de ma copie HEC parce qu'en fait, après, je pense, 2 ans de prépa, j'étais devenu beaucoup plus prudent sur l'utilisation du style, sur juste les à côté qu'on peut ajouter dans des copies, quoi. Maintenant, si on regarde la copie de SH, donc vous voyez la différence sur la calligraphie.
J'ai là aussi fait un plan en 3 parties, que vous voyez ici, et puis avec, en général 3 sous-parties, donc ici par exemple, pour la première partie, avec un graphique qui est celui du modèle de Solow, un modèle classique, un modèle qui n'est pas nécessaire, je pense, dans ce sujet, mais qui est fortement bienvenu, fortement recommandé, là où les modèles que j'ai mis dans ma copie de SES étaient juste des illustrations, j'ai envie de dire, alors que là, c'est un argument à part entière de ma copie. Le modèle de Solow, voilà. Donc plus vous faites un modèle classique de l'économie, plus il va falloir être vraiment attentif aux détails, plus il va falloir faire attention, à ce que vous mettez en abscisse, en ordonnée, aux chiffres, aux écarts et à bien tracer le truc, quoi. Voilà, donc ça, c'est la copie de SH. Maintenant, on aborde la question de l'introduction. Alors sur l'introduction, en fait, le SH est totalement dans le prolongement de la SES. À une différence près, il faut savoir que en général, et je pense qu'il va vraiment être le seul vraiment truc très important à retenir, je pense, de cette vidéo, si vous voulez, c'est que l'actualité est beaucoup plus importante en SES qu'en ESH. Voilà. Et le SH, si vous voulez, l'actualité, ce sera valorisé, alors qu'en SES, ce sera quasiment nécessaire. Si vous traitez un sujet sans actualité, sans vraiment qu'est-ce qui se passe dans le monde en ce moment qui est pertinent, bah, ça va pas être intéressant pour la SES, quoi. En tout cas, ça va manquer, je veux dire par là. Alors, sur la forme de l'intro, vous pouvez faire une intro en bloc en SES. En général, en ESH, c'est quand même assez déconseillé parce que il y a une question de clarté importante. En général, voilà, l'intro en bloc, j'ai envie de dire, c'est plus quand vous débutez, vous faites des intros en bloc. Après, comme je vous ai dit au début, hein, c'est des méthodes qui peuvent varier selon les personnes et les usages. Au niveau de l'accroche, en SES, ce sera très souvent une actualité ou une citation. Je vous recommande l'actualité, ça fait un peu plus sympa. Les citations, souvent les étudiants, j'ai l'impression, mettent des citations un peu anciennes ou de grands auteurs, mais c'est pas toujours intéressant. Enfin bon, vous me direz, j'ai commencé par une citation. Sur l'accroche en ESH, vous pouvez vraiment utiliser de tout. J'ai envie de dire, même en SES aussi, hein, vous pourriez mettre ça. Mais en tout cas, je voulais insister sur l'idée que l'actualité est valorisée. Mais vous pouvez aussi très bien mettre des choses différentes. Les définitions, si vous êtes au niveau du concours général ou d'un sujet de SH, HEC, vous mettez tous les termes dans les définitions. Vraiment tous les termes. Tout ce que vous lisez, tout ce que vous voyez, vous le mettez. Donc là, on va revenir en haut. On avait dit la croissance économique est-elle limitée? Tout ça, il faut le définir. Toute destruction est-elle créatrice? Ça, il faut le définir. Et à la limite, vous définissez le point d'interrogation si c'est pertinent. Mais vraiment, franchement, n'hésitez pas, allez-y à fond parce que les correcteurs sont hyper attentifs là-dessus. Problématisation nécessaire. J'ai envie de dire, ouais, nécessaire au concours général. Dans des dissertes de bac, vous pourriez peut-être vous en sortir avec une problématisation un peu rapide, mais voilà. En ESH nécessaire. Contextualisation. La contextualisation, c'est un truc que les gens ont souvent du mal à faire, mais c'est vraiment valorisé en SES parce que la contextualisation, ça veut dire revenir à un certain contexte historique dans lequel a pu émerger une problématique et auquel correspond et est rattaché votre sujet, que ce soit par son champ d'application théorique ou que ce soit par les questions historiques qui l'y rattachent. En ESH, par contre, on va être beaucoup plus demandeur là-dessus. On va vous dire, vous connaissez normalement bien l'histoire économique, donc vous êtes capable de parler, de contextualiser ce sujet. Sur la problématique maintenant, nécessaire, toujours, plusieurs phrases peut-être en SES, en ESH, c'est assez rare de voir une problématique en plusieurs phrases. En général, c'est plus recommandé de le faire en une phrase. Annonce de plan nécessaire. Ok, on passe aux copies. Alors, ça c'est mon intro des lycées. J'en suis pas super fier, je dois vous dire, déjà parce qu'il y a des fautes, parce qu'elle est pas très belle, parce que elle est un peu, je sais pas, elle est un peu débutante, quoi. Elle est un peu débutante. Alors, qu'est-ce qu'on va dire là-dessus? On commence par une citation, donc ça c'est l'accroche.
Donc là, je commence à faire de la contextualisation dans les années 60, les enjeux qui à l'époque machin. Et donc là, je commence une définition assez simple de la croissance économique finalement, hausse durable et significative de la production, machin. Bon. C'est un peu rapide, mais au moins je définis le terme important du sujet. Ensuite, les limites, définition des limites, voilà. Donc définition économique, ça c'est pas mal, ça c'est vraiment un truc que vous pouvez prendre en note, c'est que cherchez toujours à donner une première définition qui est celle de l'économie classique. Donc là, on avait vu en cours que un des points assez importants de la question de la croissance est celle de l'écart entre la croissance réelle et la croissance potentielle. Et donc, si vous voulez une définition très littérale des termes du sujet, c'est de dire, OK, alors s'interroger sur est-ce que la croissance économique est limitée, finalement, c'est s'interroger sur pourquoi la croissance réelle est inférieure à la croissance potentielle. C'est la vision très littérale et c'est bien d'avoir cette vision-là au début dans vos définitions, de partir du plus simple pour aller vers le plus complet, quoi. Donc voilà, ce que j'ai dit, cette première analyse peut sembler réductrice, mais au moins elle est dite. Donc des limites structurelles, et là c'est très très rapide ici, donc c'est une question de problématisation qui pour moi est vraiment manquante ici. On peut aller plus loin. Voilà, plusieurs questions aussi. Ensuite, annonce de plan, nécessaire aussi. Et puis la problématique qui est par là. Voilà, donc c'est une introduction assez rapide. On va voir maintenant en copie de SH HEC. L'intro est un peu plus longue et mieux structurée. Déjà, vous voyez que vous avez des alinéas. Je vous recommande de faire 4 alinéas, accroche, corps de l'introduction, problématique bien mise en avant, et puis l'annonce du plan. Alors sur l'accroche, on part sur un élément qui est particulièrement d'actualité, qui est la requalification des travailleurs Uber, qui est une actualité. Donc ça, voilà, important, ça joue, ça compte, ça pose bien les termes du sujet, si vous voulez, ça montre bien que le sujet est important. Ensuite, comme je vous l'ai dit, je reviens au niveau de base de la définition, c'est-à-dire la création d'une valeur ajoutée. Voilà. Toujours revenir au sens économique un peu basique. Voilà. Et ensuite, la destruction créatrice fait référence au concept schumpeterien pour dire qu'on a bien lu les termes du sujet et qu'on est capable de faire référence à des auteurs. Alors il y a un point que j'ai pas abordé, qui est celle de la présence des auteurs dans l'introduction, qui est une question qui est souvent posée. En fait, en général, on déconseille fortement d'utiliser des auteurs en introduction parce que c'est pas le lieu, c'est pas leur lieu, parce que en fait, les auteurs sont des auteurs en général thétiques, dans le sens qu'ils ont une thèse à apporter, donc une orientation à donner, une lecture. Sauf qu'en introduction, on n'est pas encore là. En introduction, on est juste à dire, voilà ce qui peut être dit sur le sujet, voilà comment on va le creuser. Donc, quand on aborde ici Joël Mokyr et Robert Gordon, en fait, il faut faire attention, parce que je cherche pas à présenter vraiment les thèses des auteurs, je cherche juste à présenter ces auteurs comme des éléments de contexte. Pour dire, cette question qui m'est posée, toute destruction est-elle créatrice? En fait, elle reprend la question de cette controverse, qui est une controverse connue en économie entre Mokyr et Gordon, puisque, effectivement, si vous lisez ce que j'ai écrit, vous avez Gordon qui est plutôt... et en plus, les deux enseignent dans la même université, en fait. C'est ça l'anecdote qui est assez drôle. Ils sont au même endroit, et l'un dit que la croissance est complètement finito, et l'autre dit que, au contraire, la croissance va reprendre de plus belle avec les technologies. Voilà. Un élément de contexte. Autre élément de contexte, un chiffre de la croissance potentielle. Ça, c'est de la contextualisation. Et c'est important de le faire. Surtout en USH, du coup, comme je vous l'ai dit. Donc, la problématique en une phrase. Le processus économique est-il en toute situation créateur de richesse? Et si on revient pour comparer la problématique avec l'autre, j'avais dit, dès lors, en quoi la croissance économique peut-elle admettre des limites? Ce qui est une formulation bien plus proche du sujet. Vous pouvez très bien, en fait, reprendre des problématiques qui sont proches du sujet, mais ce sera moins valorisant que d'arriver à bien reformuler la question, quoi.
Donc c'est pas exactement la même question qui est posée, mais on va traiter à peu près des mêmes sujets. Donc là, une annonce de plan qui est sérieuse parce qu'elle se fait en plusieurs phrases, chose que je vous recommande de faire parce que c'est bien plus clair, quoi. Nous verrons ceci, nous verrons cela. Alors qu'en CGL, j'avais fait une seule phrase, effectivement, ce qui est un peu plus maladroit, mais si vous voulez, ça se fait aussi. J'essaie juste de vous dire que ça peut être mieux perçu, plus clair, un peu plus élégant de faire plusieurs phrases là-dessus, quoi. Donc voilà, toute destruction est-elle créatrice? C'était notre partie introductive. Avant d'aborder le développement, j'aimerais faire un petit arrêt sur la question du plan, parce que les plans en économie, c'est un sujet assez important. Il y a plein de plans que vous pouvez faire différents. Les plans dialectiques sont intéressants à faire, mais ce qu'il faut vraiment prendre en compte, c'est faire un plan qui va permettre d'aborder tous les aspects du sujet et qui va permettre effectivement de proposer une réflexion intéressante, quoi. Mais en général, il n'y a pas vraiment de plans différents que vous pouvez faire sur un même sujet. Si vous faites vraiment vraiment les bonnes copies auront à peu près toutes le même plan, quoi. Après, il peut y avoir des originalités au sein de la copie, du développement, au sein des auteurs utilisés, du style, et cetera, mais globalement, ça va être ça. Et ce qui est marrant, c'est que, comme je vous l'ai dit, on a à peu près le même sujet. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on a à peu près le même sujet entre la SES et le SH ici. Et le plan, finalement, est à peu près le même. Donc ça, je voulais juste vous montrer pourquoi. Donc là, je dis, en ESH, nous verrons qu'il est dans la nature du processus économique de détruire pour créer de la richesse économique, mais aussi sociale. Néanmoins, dans certaines situations, la destruction peut être supérieure à la valeur ajoutée éventuellement créée. Nous verrons enfin à quelles conditions l'on peut diminuer le dommage de la destruction et améliorer le gain de la création. Maintenant, on va repasser à notre SES. Donc là, nous verrons que si la croissance peut sembler illimitée, elle connaît tout de même des limites structurelles qui justifient à cet effet l'intervention de l'État. En fait, c'est exactement le même plan. C'est vraiment exactement le même plan. On rentre dans le gros du sujet, la question du développement et les différences entre les copies de SES et de SH. Tout d'abord, sur l'annonce de plan, vous faites toujours des chapeaux, qu'on appelle des chapeaux. En SES, moi, ma prof me disait que c'était absolument nécessaire, mais je crois que c'est valorisé par la plupart des profs, que c'est pas toujours nécessaire. En revanche, en ESH, c'est nécessaire. Voilà, vous faites des chapeaux, c'est nécessaire, contrairement à la méthode de la culture générale d'ailleurs. Nombre de sous-parties. Alors là, c'est un point super intéressant parce que c'est très rare, je trouve, parce que j'ai fait des recherches, mais c'est très rare d'avoir des réponses là-dessus. En fait, vous avez en général 2 ou 3 sous-parties en économie, c'est à peu près le truc classique. Et éventuellement, vous pouvez faire une sous-partie si elle est bien fournie et qu'elle a de bons arguments, mais limite, quoi. Je vous recommande de ne pas faire ça. Bon, 2 ou 3 sous-parties. La question intéressante, c'est celle des sous-sous-parties. Alors, à quoi ça ressemble? Parce qu'il y a peut-être des gens qui ne comprennent pas ce que je veux dire par là. Donc une sous-sous-partie, c'est quoi? Là, j'ai partie. Là, je vais avoir A sous-partie et B sous-partie, par exemple. Et une sous-sous-partie, en fait, c'est quoi? C'est juste des paragraphes que vous avez ici. Donc là, paragraphe 1. Donc paragraphe 1, paragraphe 2, paragraphe 3, etc. Alors, il y a plusieurs écoles, j'ai envie de vous dire, en économie. En général, les paragraphes sont très bien acceptés et permettent en fait d'approfondir votre réflexion en étayant des arguments un peu plus avancés dans des paragraphes. Ce qu'il y a, c'est que ça peut poser un problème de lisibilité. Donc là, il faut que vous adoptiez un code à respecter dans toutes vos copies, sur toutes vos pages, qui est: est-ce que après un paragraphe, je saute une ligne ou pas? Et en fait, l'idée, c'est que si vous voulez faire un truc compréhensible, il faut avoir un code clair. Donc je vais vous montrer ça juste après, comme ça ce sera plus clair. Mais vous n'êtes pas obligé donc de faire des paragraphes. Voilà. En fait, c'est à vous de voir. Mais la méthode simple de partie et de sous-partie fonctionne très bien. Alors maintenant, sur le nombre de références. Par sous-partie, en SES, on vous demande au moins une référence
ou même si c'est pas une référence exacte à un auteur, il faut au moins que ce soit une référence à un événement, un fait d'actualité, ou bien une école de pensée ou, quelque chose, au moins une référence à un truc. Plus de références, c'est valorisé. En ESH, il y a une différence fondamentale, c'est que on vous attend quand même plus au tournant sur votre connaissance de la théorie économique et donc souvent dans une sous-partie, vous trouverez beaucoup de références. Alors, il y a des dissertations plus ou moins, j'ai envie de dire, fortes là-dessus. Vous avez des étudiants qui arrivent à mettre, j'ai déjà vu ça dans des copies, des dizaines de références dans une seule sous-partie. Et là, tu te dis: «Incroyable!» Mais en général, 2 à 5 références, c'est bien. Il faut savoir que si vous mettez beaucoup de références, ça peut être pénalisé par certains correcteurs. Donc faites attention sur vos nombres de références en économie, en ESH, parce que ça peut ne pas plaire. Ça peut montrer une réflexion un peu creuse, de se dire: «OK, il a appris son cours, il essaie de tout remettre» et donc voilà, faites attention à ça. C'est un peu la tendance, j'ai envie de dire, à moins de références et plus de réflexion en ESH. Sur l'usage de l'actualité, en SES, c'est nécessaire toujours d'avoir des éléments d'actualité, de faire référence à des questions contemporaines, référence à des événements en France ou dans le reste du monde. L'actualité, si vous voulez, on va dire que c'est les 30 dernières années, quoi. En ESH, c'est plus valorisé. On attend moins d'actualité, mais c'est bien, voilà. L'usage de l'histoire économique en ESH, c'est absolument nécessaire et en SES, en fait, vous avez pas beaucoup d'éléments là-dessus, vous connaissez pas beaucoup, l'histoire éco et donc c'est pas grave. C'est pas grave, vous faites des dissertes sans histoire économique ou avec très peu d'histoire éco, c'est pas grave. En ESH, par contre, c'est vraiment nécessaire. C'est nécessaire non seulement au sein de vos parties, mais en fait, c'est nécessaire globalement sur votre dissertation pour montrer que vous avez bien compris le sujet et que vous êtes capable de le situer dans le temps. C'est-à-dire à la fois de dire, ce sujet, il est né à telle époque, il était pertinent de s'interroger sur ces questions à telle époque parce qu'on avait tel chiffre, telle chose, tels éléments, telle théorie et aujourd'hui, voilà ce qu'il en est et cetera. Donc en fait, l'histoire économique, c'est plus que juste des arguments, c'est vraiment repositionner tout votre sujet, toute votre réflexion dans l'histoire économique. Donc ça, c'est ce qui est attendu en ESH. Donc c'est pas facile et normalement, vous avez beaucoup d'entraînement de dissert pour travailler là-dessus. Alors sur la pluralité, ça, c'est un truc super important et je sais pas si les profs insistent assez dessus, mais c'est la capacité à parler de plusieurs chapitres. Parce que souvent un sujet de concours, alors peut-être pas toujours au bac, mais en tout cas au concours général et au concours, de HEC, souvent et j'ai envie de dire toujours, un sujet fait appel à plusieurs chapitres. Vous pouvez pas cantonner vos connaissances à un seul chapitre, il faut aller chercher plus loin et parfois c'est même carrément nécessaire et en fait vous ne pouvez pas traiter le sujet, toute destruction est-elle créatrice en ESH sans aller chercher dans plusieurs chapitres qui seront des chapitres sur la croissance, sur le développement durable, sur, la microéconomie, la macro, les crises et tout. Il y a de tout, le chômage, la finance, machin, machin. Voilà, donc ça, c'est valorisé en SES. Ça peut être nécessaire selon les sujets et même, j'ai envie de dire, au concours général, voilà, vraiment pensez-y et nécessaire aussi donc à HEC. Précision des références, ça, c'est aussi un truc important. En ESH, si vous faites vraiment un travail très sérieux, quand vous citez un auteur, vous avez toujours, le livre à citer, que vous soulignez, ou que vous mettez entre guillemets si c'est un article. Ne faites pas les 2, comme j'ai fait moi dans ma copie, en SES et la date de parution. Donc ça, c'est vraiment si vous faites un travail très complet. Maintenant, c'est pas forcément nécessaire tout le temps et en SES, en général, on pourra se contenter du nom de l'auteur, mais on appréciera quand même que vous ayez cité l'ouvrage, surtout s'il s'agit d'un grand classique. Si vous citez Keynes, citez la théorie générale, de Keynes, quoi. Ensuite, les transitions, toujours nécessaires. Vocabulaire économique, alors je dis valoriser, mais franchement, je vais rajouter CGL, nécessaire. Vocabulaire éco, c'est vraiment utiliser les bons termes, c'est être très attentif à la spécificité du vocabulaire économique.
il y a vraiment plein de termes qui ont plein de significations et il faut bien les avoir. Il faut penser à les utiliser tout le temps, tout le temps, tout le temps. En ESH aussi, c'est absolument nécessaire d'avoir un bon vocabulaire économique. Sur la quantité d'arguments, alors par argument, j'entends quoi? Par argument, j'entends idée à défendre qui fait avancer votre réflexion. En SES, on se contentera très bien d'un seul argument par sous-partie, c'est-à-dire une grande idée à défendre, quoi. Après, la méthode des sous-sous-parties vous aide à avoir plus d'arguments. Et maintenant, en ESH, en général, en ESH, on va mettre 2 arguments par sous-partie. C'est pas nécessaire, franchement, c'est pas nécessaire, mais je vais vous montrer sur ma copie, à quoi ça ressemble, pour que vous ayez une idée assez claire de ça. Mais, j'ai envie de dire, ça, c'est vraiment un plus. Si vous avez un argument par sous-partie, ce sera très bien. Si vous voulez en mettre plus, ce sera bienvenu, mais uniquement si c'est cohérent, quoi. Voilà, j'espère que ce tableau est clair parce que c'est plein d'éléments importants à prendre en compte. On va regarder les copies et ce qu'on va faire sur le sujet des copies, c'est qu'on va regarder ensemble la première partie de chaque dissertation, mais je vous laisserai lire vous-même, les autres parties parce que sinon ça va faire trop long. Alors, on va maintenant regarder la première partie de ma disserte du concours général et je pense qu'il y a des choses intéressantes et on va essayer de voir qu'est-ce qui a plu dans cette partie, qu'est-ce qui a intéressé le correcteur, de telle manière à ce qu'ils se disent: «Bah tiens, lui je vais le mettre, 3e au concours général, quoi». En fait, j'ai envie vraiment de vous aider pour avoir une bonne place, quoi, un bon résultat. Alors, on va lire ensemble, cette partie. Donc la partie s'appelle « Nous verrons que si la croissance peut sembler illimitée ». Donc l'idée de cette partie, ça va être de dire: «OK, en fait, la croissance économique», donc je vous rappelle la question du sujet, c'était la croissance économique est-elle limitée? C'est de dire, en fait, la croissance éco est illimitée. Voilà, ça c'est l'idée de la théorie éco, classique. Alors, grâce à quoi? Grâce aux facteurs de production, donc toujours revenir à la base, à l'essentiel. Ensuite, on va aborder Robert Solow et la croissance endogène. Question du progrès technique. On fait un peu un melting pot avec tout ça. Et enfin, on aborde la soutenabilité faible. Donc ça, c'est le chapitre du développement durable. Alors, il y a un truc un peu bizarre dans cette dissertation, et je serais d'accord que vous me le disiez, c'est que je parle de soutenabilité faible avant de parler de soutenabilité forte. Il faut savoir que, en général, dans l'argumentation, la soutenabilité faible, c'est un peu le contre-argument à la soutenabilité forte. Parce que la soutenabilité forte, c'est de dire il faut absolument arrêter la croissance parce que la nature, c'est pas un capital, on peut pas puiser dedans, c'est vraiment très précieux, il faut le protéger. La soutenabilité faible dit vous en faites pas, grâce aux revenus issus de l'exploitation de la nature, comme un capital, on va pouvoir investir dans de la technologie et donc compenser les dommages sur la nature. Donc c'est un peu la réponse en fait à la première critique. Mais c'est pas grave, je l'ai mis comme ça parce qu'il fallait le mettre d'une certaine manière, quoi, ou d'une autre. Alors, ici, on a plusieurs paragraphes. Donc, paragraphe 1, paragraphe 2, paragraphe 1 ici, paragraphe 2 ici, et puis de même paragraphe 1 ici et paragraphe 2 ici. Donc juste, pour être bien clair sur le plan, vous voyez que je fais un saut de 3 lignes ici entre chaque partie. Je fais un saut de 1 ligne entre chaque sous-partie et je fais juste un alinéa entre paragraphes. Donc ça, c'est pour être bien clair. Donc ici, je me rends compte que ça va être un peu décourageant si on lit tout, donc on va être un peu plus rapide que ça. Je suis un modèle très simple en économie qui s'appelle le modèle AEI, argumentation, explicitation et illustration. Donc là, l'argumentation, c'est la croissance est limitée parce qu'il y a l'utilisation de facteurs de production qui existent, quoi. Et donc là, explicitation, c'est j'explique ce point grâce grâce au modèle Cobb-Douglas. Voilà. Donc on va combiner le travail et le capital, voilà. Donc je vais pas aller beaucoup plus loin là-dessus, une petite référence à Smith, mais ça après c'est plus dans le détail. Maintenant, le modèle de Lewis,
Le modèle de Lewis, c'est pour aller un peu plus loin, et j'ai envie de dire pour illustrer ce point, pour illustrer que la croissance vient des facteurs de production. Donc, je vous dis vraiment, revenez à la base, à l'essentiel dans votre début de dissertation, quoi. Donc là, c'est sur la question des pays en développement. Et j'illustre cette illustration, j'ai envie de dire, avec un exemple du Bangladesh que j'avais lu dans des articles d'économie. Voilà. Avec quelques erreurs, d'ailleurs, vous le verrez sur le salaire minimum, un peu bizarre de parler, pas de PPA. Normalement, on parle de parité de pouvoir d'achat, mais là, du coup, j'en ai pas parlé. Mais si vous voulez, en SES, vous pouvez être un peu plus rapide sur ces questions-là. En ESH, par contre, faites plus attention. Donc là, je dis, voilà, on utilise des facteurs. Ensuite, j'essaie de parler de la question des gains de productivité et de la PGF, qui est tout un truc abordé en terminale, un peu compliqué, je trouve, en vérité. Donc en fait, mon argument se décompose en 2 paragraphes. C'est la même idée, mais on peut le décomposer. Voilà. Et ensuite, j'aborde la croissance endogène. Donc pour aborder la croissance endogène, je le fais en 2 parties. D'abord, une partie classique sur les théoriciens de la croissance endogène. Faut que je souligne un peu plus droit quand même. En revenant notamment sur l'équilibre emploi-ressources. Donc, important de repréciser cet équilibre, parce que c'est lui qui permet d'expliquer clairement comment fonctionne le modèle de croissance endogène, si vous voulez. Donc c'est voilà, ceci. En détail. Donc là, c'est plus l'explication. Et ici, j'essaie de tirer un argument sur les cycles, sur effectivement Schumpeter, la croissance va en vague, etc. Et retenez celui-ci parce que vous verrez que dans la disserte HEC, c'est le même argument qu'on va utiliser. Donc là, c'est Schumpeter. Voilà. Ensuite, dernière sous-partie plutôt sur la question de la soutenabilité faible. Donc, effectivement, il n'y a pas de limite environnementale parce que les capitaux sont substituables les uns les autres, etc. Donc là, je cite la règle de Solow-Hartwig, qui est un peu précise, et je cite un truc que je vous recommande de ne pas citer, qui est un article chinois absolument bidon, absolument propagandiste, qui est on va faire des fermes solaires dans l'espace en 2021. Mais voilà, c'est de l'actualité, c'est lu dans un journal, on est en terminale, peut-être qu'on manque encore un peu d'esprit critique, donc en fait, c'est une référence personnelle, c'est pas très pertinent, c'est pas très intéressant, mais ça reste OK. Enfin bon, voilà, c'est pour l'illustration, quoi. Et ensuite, deuxième sous-partie, là je parle plus de la pollution. Donc pour revenir sur le sujet précisément, là je parle des capitaux, de leur substituabilité, et là je parle plus de la question de la pollution et des niveaux de vie, avec l'argument de la courbe de Kuznets. Alors, maintenant que c'est dit, donc je pense que vous avez bien compris le plan. Le plan, c'est d'abord, on revient sur les facteurs de production. Pourquoi ? Parce que Cobb-Douglas et parce que PGF. Ensuite, on revient sur la croissance endogène, avec les théoriciens classiques, puis la question des cycles. Et ensuite, on parle de soutenabilité faible, avec vraiment, si vous voulez, utiliser le lexique, le vocabulaire qui est attendu. Donc là, c'est les capitaux, c'est Solow-Hartwig, voilà, c'est la croissance soutenable, machin. Avec un retour de style un petit peu. Alors, qu'est-ce qui a plu dans cette partie du concours général? Déjà, je pense que c'est une connaissance des bases. Je pense pas qu'il y ait beaucoup d'étudiants qui pensent à parler de la fonction de production Cobb-Douglas, parce que ça, c'est un peu un approfondissement. Je suis pas sûr qu'on voit ça au lycée en terminale. Mais revenez dessus. Revenez sur les classiques. Montrez que vous connaissez le modèle Cobb-Douglas. Vraiment, le Cobb-Douglas, c'est tout simple, hein. C'est juste la production est égale à fonction de capital et de travail, quoi. Donc vraiment, parlez de la base, Ensuite, ce qui a plu, je pense, c'est des connaissances variées, parce que je cite le modèle de Lewis, je cite une croissance smithienne, donc j'ai un peu de culture générale, je cite la PGF,
j'ai des éléments d'actualité, donc là je citais des Intermarchés, là je citais le Bangladesh, là je crois que je cite rien, là je cite un journal, et cetera. Donc il y a de l'actualité et il y a des connaissances en théorie économique. Donc ça fait de la différence parce que vous avez souvent en terminale un problème qui est que vous manquez de références à des auteurs ou à des exemples à citer et en fait, avoir ces exemples-là, ça permet de donner un peu de poids à votre copie, de dire: «Vous connaissez ces modèles, ces théoriciens, vous connaissez ces exemples d'actualité, ça veut dire ça». Et puis vous connaissez le modèle de l'équilibre emploi-ressources, un petit peu d'historique aussi et voilà, bon. Donc voilà et puis bien sûr le graphique qui fait tout de suite une différence, qui veut dire au correcteur: «Bah regarde ma copie, elle sort du lot parce que je sais faire un graphique qui est la courbe environnementale de Kuznets», que peut-être pas tout le monde connaît, mais qui est particulièrement pertinent sur ce sujet. Voilà. Qui n'est pas évidemment un graphique attendu, parce qu'en plus, si on veut être vraiment précis, mais là je sais pas si c'est nécessaire d'en parler, mais c'est pas la courbe de Kuznets en fait, c'est la courbe environnementale inspirée par les travaux de Kuznets parce qu'elle est pas créée par Kuznets lui-même. Voilà. Il y a sûrement des articles là-dessus sur internet. Voilà et là, un peu d'imprécision, quand je dis globalement réduite, c'est un truc qui passerait pas trop en ESH, mais qui passe très bien en SES, quoi. Voilà. J'espère que c'est assez clair pour vous, que vous voyez ce qui est important, ce qui est intéressant et maintenant je vous invite à lire la suite de la dissertation parce que, c'est à peu près le même modèle. C'est je cite des auteurs, j'approfondis mon argument, je l'illustre avec un fait d'actualité et je fais 2 paragraphes par partie, quoi. Enfin, par sous-partie, je me mélange là-dessus. Donc voilà, je pense que c'est tout ce qu'il y a à dire là-dessus. On va passer à la copie HEC qui est, je pense, plus intéressante que cette copie-là. Alors, sur la copie HEC, on va lire le plan. Il est dans la nature du processus économique de détruire pour créer de la valeur. Nous allons le voir d'un point de vue micro et macroéconomique. Donc, encore une fois, on revient aux bases. Ainsi que par l'observation des pays en croissance depuis le 19e siècle. Donc là, encore une fois, on s'intéresse à l'histoire économique. Ces transformations sont créatrices de changements sociaux. Et là, c'est ce que je vous disais sur ce qu'on appelle la pluralité des références. C'est qu'on fait appel un peu à de la sociologie. Alors, je vais vous montrer un truc intéressant dans cette partie. Alors, on commence l'argument. Le processus de production combine des facteurs qui transforment des consommations intermédiaires en produits finis. Ça, c'est l'argument de base microéconomie classique. Encore une fois, commencez par le classique. Pour dire que la destruction est en général créatrice. Voilà, donc consommation intermédiaire en produits finis avec du lexique, du vocabulaire économique, quoi. Ah, j'arrive pas à faire un trait droit. Ok. Donc là, je cite un premier auteur, Marshall, avec une référence précise, principe d'économie politique. Donc là, j'explique. Je cite Jean-Baptiste C. Principe des rendements d'échelle croissants. Donc là, c'est encore un argument qui permet d'économiser sur les coûts fixes. Maintenant, le point le plus important, je trouve, il est ici. À une échelle macroéconomique, maintenant. Qu'est-ce que j'ai fait en fait? J'ai dit, ici je fais une analyse microéconomique, pour dire qu'effectivement, les facteurs de production sont combinés pour créer des produits, donc il y a de la destruction et de la création. Ça, c'est au niveau vraiment micro. Maintenant, on va passer au niveau macro. Donc en fait, je suis en train de dire, j'utilise la micro et la macro dans cette première sous-partie. Et si vous voulez, c'est l'équivalent d'un paragraphe. C'est l'équivalent ici de ce que j'ai fait en terminale, où là, j'aurais fait un alinéa. Mais là, en fait, au moment de faire ma dissertation, j'ai hésité, j'étais pas sûr de ce que j'allais faire. Je me suis dit: «OK, est-ce que là, tu fais un alinéa ou est-ce que tu continues à la suite?» Je me suis dit: «Je continue à la suite, ça fera des sous-parties, ce sera plus clair et ça aura l'air plus fourni». Donc là, je fais d'abord de la micro, ensuite de la macro, avec Schumpeter par la question de l'innovation, qui est en fait exactement ce que je vous ai dit dans la première dissertation, qui est celle de l'exemple de la deuxième révolution industrielle. Voilà.
Donc ça, c'est OK, premier argument, micro et macro. Ensuite, deuxième argument, historique. Donc n'oubliez jamais qu'en fait, dans le SH, vous avez des mots magiques qui sont le E. Ah, ok, bon, bah j'arriverai pas à le faire. Qui sont le E, le S et le H. Alors, pourquoi je vous dis ça? Parce que une bonne dissertation de SH, elle a de l'économie, de la sociologie et de l'histoire. Et là, vous l'avez vu dans mon plan, je vous parle de économie, je vous parle d'histoire et je vous parle de sociologie. Donc je vous parle vraiment des 3 éléments de l'ESH dans ma première partie. Et ça, croyez-le pas, bah, ça fait une vraie différence sur la perception de la copie, sur le niveau, quoi. Parce que le correcteur se dit, OK, il a vraiment compris comment utiliser cette matière, il a vraiment compris qu'il faut faire référence à tout ce qu'il connaît, tout ce qu'il a étudié en ESH. Donc là, voilà, on continue sur une perspective historique avec Madison, sur Malthus. Donc là, c'est ce que je vous disais, on a beaucoup plus de références en ESH. Donc je cite la moissonneuse ici. Regardez la précision des chiffres. La population des États-Unis de 1800 à 1900. J'avais d'autres chiffres encore sur les rendements agricoles, mais je ne les ai pas mis, ça aurait trop alourdi la copie. Là, pensez bien à utiliser le vocabulaire précis des références que vous avez. Donc là, c'est la croissance arithmétique et géométrique chez Malthus. Voilà. Avec toujours des chiffres précis. Franchement, en fait, en ESH, il faut retenir que, contrairement à la SES, il faut utiliser de l'histoire, beaucoup, et avoir un maximum de précision et de variété dans vos références. Donc là, le modèle de Solow, qui est un modèle classique étudié en cours, qui est expliqué ici, voilà, je vous épargne l'explication, et encore une référence à Sen et Oula, qui aurait pu faire, encore une fois, un autre paragraphe. Voilà. Conclusion, effectivement. Donc un truc que j'ai pas précisé, c'est vrai, mais qui est quand même important, c'est penser toujours, quand vous finissez une sous-partie, à expliquer ce que vous venez de dire. Voilà, dire voilà ce que j'ai dit dans cette sous-partie. C'est important. Et en fait, je pense que c'est vraiment la méthode de base de la disserte d'éco, mais c'est important de le rappeler. Et enfin, question sociale, question de sociologie. On va citer Durkheim, on va citer les ordonnances de Bismarck, voilà, ici. On va citer Touraine, on va citer Engelhardt. Il est où, Engelhardt? Il est là, voilà. On va citer les grands sociologues du programme de SH, avec une analyse sociologique. Donc, ce qui va plaire dans cette première partie, c'est le nombre de références, c'est la capacité à faire référence à la fois à la micro, la macro, la sociologie, l'histoire, avoir des références précises, et plus globalement, à avoir un argument solide. C'est-à-dire que mon argument, c'est de dire oui, toute destruction est créatrice. Et je le prouve par l'économie, par l'histoire et par la sociologie, quoi. Voilà, j'espère que c'est assez clair. Si vous avez des questions sur ce sujet, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Et on va terminer la vidéo sur la conclusion. Alors pour ce qui est des SES et de l'ESH, c'est la même chose. Il nous faut un récapitulatif, il nous faut une ouverture. Ensuite, pour ce qui est de l'opinion personnelle, souvent, en fait, c'est intéressant de donner son opinion par rapport au sujet, parce que les correcteurs aiment lire quelqu'un qui réfléchit par lui-même, qui a son propre avis, etc. Mais il faut faire attention, en fait, à avoir une opinion qui est nuancée, parce que sinon, ça va déplaire très probablement au correcteur, notamment s'il n'est pas du même bord économique ou politique que le vôtre. Donc faites attention à ça. Je pense qu'en SES c'est plus accepté qu'en ESH où là ça peut être risqué, quoi. Après ça dépend vraiment beaucoup des correcteurs en vérité. Donc on va regarder un petit peu ce qu'on a fait. On descend tout en bas. Alors au concours général, j'ai fait une conclusion très longue. Pourquoi très longue? Parce que rappelez-vous que j'avais 6 heures d'épreuve et qu'au bout de 6 heures, bon bah on est un peu fatigué, c'est sûr. Mais on a dit beaucoup de choses et on a envie de laisser la copie sur un bon
sur une bonne touche, quoi. Donc l'idée, c'était de donner un peu mon avis, garder un peu un ton, voilà, comme je vous l'avais dit. Donc là, c'est surtout ici que j'utilise ça, hein. Puis faire un petit récap effectivement de ce qu'on a dit, elle semble limitée, néanmoins, voilà. Et enfin, ça, c'est mon ouverture qui est particulièrement longue, en fait. J'essaie de relier à l'actualité. Encore une fois, hein, la SES toujours dans l'actualité. Donc là, effectivement, j'ai essayé d'ouvrir sur le sommet du G7 qui a été absolument oublié par tout le monde parce que, bon, à l'époque, c'était l'actualité, mais maintenant, ça n'a pas servi à grand-chose, visiblement. Par rapport à la copie de SH, HEC, j'ai une conclusion qui est très courte, qui est ici un récapitulatif. Donc ça, c'est partie 1, ça, c'est partie 2, et ça, c'est partie 3. Voilà, tout simplement. Donc vous voyez, très clair. Et puis ensuite, une ouverture juste en une question. Qu'en est-il du partage de cette valeur? Très simple. Franchement, pour les ouvertures, ne vous prenez pas la tête. Essayez juste de voir un autre aspect du sujet qui ne rentrait pas vraiment dans le cadre de votre dissertation actuelle. Donc là, le partage de la valeur ajoutée, mais qui est un gros sujet d'études en économie. Voilà, tout simplement. Donc la conclusion, ça compte pour pas grand-chose, en vérité. En ESH, en tout cas, c'est pas très important, sauf si vous faites pas de troisième partie. Alors, il faut une grosse conclusion. Ou si vous faites une disserte un peu courte. Voilà, il faut faire attention à la longueur aussi. Donc voilà, donc ça, c'est ce que j'ai écrit effectivement en 4 heures. 4 heures après l'entraînement prépa. Et je trouve que c'est quand même vachement plus qualitatif que ce que j'ai fait en 6 heures en terminale. Mais bon, je vous laisserai lire, vous ferez votre avis. Surtout, j'espère que ça va vous aider pour vos épreuves. Alors, si je peux me permettre, peut-être éventuellement à la fin, de donner quelques conseils généraux, je dirais, pensez toujours à chercher dans tous les chapitres. Quand on vous pose un sujet en économie, allez chercher dans tous les chapitres. Qu'est-ce que vous pouvez dire sur ce sujet? Ensuite, pensez aux références, pensez à avoir des références toujours bien précises. Surtout, passez pas mal de temps sur la construction du plan. Et ce plan, quand vous le construisez, c'est pas mal d'utiliser la technique des paragraphes parce que ça va vous donner encore plus d'arguments et de matière pour utiliser dans vos sous-parties, mais c'est pas nécessaire. Surtout quand vous construisez le plan, veillez à ne rater aucun aspect du sujet et à ne rater aucun aspect du programme non plus qui est pertinent par rapport au sujet. Voilà, donc ça, c'est la question de la pluralité, vraiment. Ensuite, bon voilà, les références, importants, les éléments d'actualité, importants. Et après, j'ai envie de dire, c'est la pratique. Et la pratique, franchement, si vous êtes bien entraîné à faire des dissertations, il faut que vous ayez confiance dans votre entraînement, parce que votre entraînement, il vous permet de maîtriser le vocabulaire économique qui est requis pour ces épreuves et vous permet de voilà, faire des graphiques, de faire des plans, des chapeaux, machin, de faire des trucs qui tiennent la route et dans le temps indiqué, limité. Voilà. Franchement, ça se fait. Ça se fait. Gardez confiance en vous parce que vous avez totalement les capacités de réussir une épreuve de SES ou de SH si vous avez fait le bon entraînement, quoi. Voilà. C'est tout. C'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle aura été assez complète. N'hésitez pas en commentaire si vous avez des questions. Vous pouvez télécharger les copies avec le lien en description. Et puis, je vous souhaite bon courage et à bientôt. Salut!